Monsieur, je n'ai pas de papa. Je peux passer la journée avec vous? Implora la petite fille sans abri à l'homme, sans imaginer qu'il était un millionnaire. Au cœur de Paris, alors que la matinée avance lentement sous un ciel gris d'hiver, la place de la République bourdonne déjà de monde. Des passants pressés, des vélos qui zigzaguent, des taxis qui klaxonnent, et au milieu de tout cela, une silhouette discrète que personne ne semble voir. Assise à même le sol, adossée au socle d'une des statues de la place, Chloé observe. Elle a 11 ans, les cheveux emmêlés, les joues rougies par le froid, et une couche de crasse recouvre ses vêtements bien trop grands pour elle. Elle n'est pas là depuis hier. Cela fait des mois, peut-être même un an qu'elle survit à Paris, glissant entre les regards, se nourrissant des restes et dormant dans des coins sombres que la ville oublie. Les gens passent à côté d'elle comme on passe devant une vitrine fermée. Certains évitent son regard, d'autres la frôlent sans jamais remarquer ses yeux fatigués, son silence, son absence d'enfance. À cette heure de la journée, elle sait que les pièces tombent rarement. Les mains sont trop pleines de café, les esprits déjà accaparés par des réunions, des appels, des vies bien remplies. Chloé ne tend même plus la main. Elle se contente de regarder, d'attendre que quelque chose change. Parfois, elle se demande si elle est devenue invisible. Peut-être que c'est ça, finalement, grandir dans la rue, disparaître lentement. Ce matin-là, un froid mordant traverse la laine trouée de son pull. Elle serre contre elle un petit sac plastique, presque vide. Elle a faim, mais plus encore, elle a besoin de chaleur humaine. Depuis 2 jours, elle n'a pas dit un mot à quelqu'un. Pas un sourire, pas un regard échangé. Juste des pas, des semelles, des soupirs autour d'elle. Elle se lève engourdie et décide que cette journée sera différente. Elle ne sait pas encore comment, mais elle veut essayer quelque chose de nouveau. Pas pour de l'argent, pas pour de la nourriture, juste pour ne pas être seule. Elle commence à marcher autour de la place, les yeux grands ouverts. Elle cherche quelqu'un, pas n'importe qui, quelqu'un dont les yeux ne soient pas vides, quelqu'un qui ne la fuira pas. Et puis, elle le voit. Un homme seul assis sur un banc, un gobelet de café fumant dans les mains. Il ne regarde pas son téléphone, il ne lit pas. Il regarde simplement devant lui, l'air perdu dans ses pensées. Il est bien habillé, manteau élégant, chaussures cirées. Quelque chose dans sa posture lui donne l'air fatigué ou peut-être triste. Il ne ressemble pas aux autres. Il ne semble pas pressé. Il ne semble pas occupé. Pour Chloé, c'est une opportunité. Elle reste à distance pendant plusieurs minutes. Elle l'observe, pèse le pour et le contre. Elle répète dans sa tête la phrase qu'elle a préparée. Une phrase étrange, presque absurde, mais qu'elle sent sincère. Ce n'est pas une demande de pièces, ce n'est pas un appel à l'aide. C'est autre chose, une tentative, un espoir. Elle avance à pas lents, le cœur battant, les mains serrées contre son ventre vide. L'homme ne la remarque pas tout de suite. Puis, sentant une présence, il tourne légèrement la tête. Ses yeux rencontrent les siens. Pas de peur, pas de rejet, juste un étonnement calme. Chloé ouvre la bouche et d'une voix tremblante mais ferme, elle dit « Monsieur, je n'ai pas de papa. Est-ce que je peux passer la journée avec vous ?» L'homme reste figé. Ses yeux clignent une fois puis une deuxième. Il ne s'attendait pas à ça. Personne ne pourrait s'attendre à une telle phrase, prononcée avec tant de gravité par une si petite voix. Il ne répond pas tout de suite. Il la regarde comme pour vérifier qu'elle est bien réelle. Chloé attend. Elle est prête à fuir s'il crie, s'il se fâche, s'il l'ignore, mais il ne fait rien de tout cela. Il pose son café sur le banc à côté de lui, se penche légèrement vers elle et lui demande d'une voix basse « Comment tu t'appelles ?»« Chloé. » Il répète le prénom doucement, comme pour s'y habituer. Et dans son regard, quelque chose change. Une étincelle d'humanité, de surprise, de souvenir peut-être. Chloé ne comprend pas encore, mais elle sent qu'elle a été entendue. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'est plus invisible. L'homme reste silencieux un instant, le regard plongé dans celui de Chloé. Autour d'eux, le monde continue de tourner. Les voitures roulent, les conversations s'élèvent, le vent s'engouffre dans les manteaux ouverts. Mais pour un bref moment, le banc sur lequel ils se tiennent semble isolé du reste du monde. Il incline lentement la tête, comme s'il cherchait à lire en elle quelque chose de plus profond que ce que son apparence raconte. Il finit par se redresser et tapote le banc à côté de lui. « Assieds-toi, Chloé. » Elle hésite. Son instinct lui crie de rester debout,
de ne jamais s'approcher trop près, de ne jamais faire confiance. Mais il n'a pas crié, ni ri, ni baissé les yeux. Elle grimpe sur le banc, les mains sur ses genoux, droite comme une statue. Elle est prête à se lever au moindre mouvement brusque. L'homme reprend son café, boit une gorgée, puis la regarde à nouveau. « Tu dis que tu n'as pas de papa. Et ta maman ?» Chloé baisse les yeux. Elle ne répond pas. Ce n'est pas une question qu'elle veut entendre. Ce n'est pas un sujet qu'elle veut ouvrir. L'homme comprend. Il ne repose pas la question. Au lieu de cela, il sort un petit sachet en papier de la poche intérieure de son manteau, l'ouvre et tend à Chloé une viennoiserie, encore tiède. « Prends. Tu as faim, non ?» Elle hoche lentement la tête et saisit la pâtisserie du bout des doigts. Elle ne dit rien. Elle croque dedans avec prudence comme si c'était un piège, mais le goût du beurre et du sucre lui rappelle soudain qu'elle est une enfant. Elle dévore le reste avec des gestes rapides. L'homme ne dit rien. Il l'observe simplement, avec une expression que Chloé n'arrive pas à déchiffrer. Pas de pitié, pas d'agacement. Peut-être un peu de tendresse ou un souvenir lointain. « Tu veux passer la journée avec moi. » Pourquoi ? Chloé finit sa bouchée avant de répondre. Elle lève les yeux vers lui et pour la première fois, elle laisse une émotion transparaître dans sa voix. « Parce que j'en ai marre d'être toute seule. » Il acquiesce lentement. Il comprend ce qu'elle veut dire. Il connaît aussi cette solitude. Différente, certes, mais tout aussi silencieuse, tout aussi profonde. Il ne lui demande pas d'explication. Il ne cherche pas à savoir depuis combien de temps elle est à la rue, ni comment elle a atterri là. Il voit que cette question ne l'aiderait pas. À la place, il regarde l'heure sur sa montre. « J'allais au musée. Tu veux venir ?» Chloé fronce les sourcils. Le mot résonne comme un souvenir lointain. Elle n'a pas mis les pieds dans un musée depuis la dernière sortie scolaire, il y a une éternité. Elle ne sait même plus ce que cela signifie vraiment. Elle hoche timidement la tête. L'homme se lève, lisse son manteau, puis tend la main. « Tu peux me donner la main si tu veux, ou marcher à côté. » Chloé ne prend pas la main. Elle saute du banc et marche à côté, les mains dans les poches, toujours méfiante. Mais elle ne fuit pas. Ils traversent la place ensemble, l'homme ralentissant pour s'ajuster à ses petits pas. Ils ne parlent pas. Paris continue de bruisser autour d'eux, mais Chloé n'entend plus vraiment. Elle pense au musée. Elle pense à cet homme. Elle pense à cette journée qui commence à ressembler à quelque chose de différent. Ils prennent le métro. L'homme paie les tickets et Chloé observe ses gestes avec attention. Dans le wagon, elle colle son dos à la paroi et regarde les gens. Personne ne la remarque. Elle a être devenue invisible, sauf pour lui. Il la regarde de temps à autre, lui adresse un petit sourire. Elle ne sourit pas encore, mais ses yeux s'adoucissent. À la sortie de la station, il marche quelques minutes jusqu'à l'entrée du musée d'Orsay. L'homme achète les billets. Le vigile à l'entrée jette un coup d'œil à Chloé mais ne dit rien. Peut-être qu'il pense qu'elle est la fille de cet homme élégant. Peut-être qu'il s'en fiche. Il pénètre dans le hall majestueux et les yeux de Chloé s'écarquillent devant la grandeur du lieu. « Tu aimes la peinture ?» demande l'homme. Elle hausse les épaules. Elle ne sait pas. Elle ne s'en souvient pas. Il l'emmène dans une salle, puis une autre. Il s'arrête devant des tableaux. Il lui parle des couleurs, des artistes, des histoires. Elle l'écoute, d'abord en silence, puis commence à poser des questions. Pas trop, juste une ou deux, comme pour tester l'eau. Il répond avec patience. Après un moment, il s'assoit sur un banc devant un Monet. Chloé regarde les nénuphars hypnotisés. « C'est beau », murmure-t-elle. Il sourit. « Oui, c'est beau. » Elle se tourne vers lui, les yeux brillants d'une émotion nouvelle. « Tu t'appelles comment ?»« Antoine. » Elle répète le nom doucement, comme lui l'avait fait plus tôt avec le sien. Antoine. Il n'est pas son père. Il ne le deviendra peut-être jamais. Mais à cet instant précis, dans la lumière tamisée d'un musée parisien, une promesse silencieuse s'installe entre eux. Ils quittent le musée dans l'après-midi, alors que le ciel parisien se teinte d'ombres bleutées. La lumière d'hiver caresse doucement les façades haussmanniennes et l'air devient plus vif. Antoine marche lentement, les mains dans les poches, tandis que Chloé trottine à ses côtés, encore absorbée par les tableaux qu'elle a vus. Elle ne parle pas beaucoup, mais dans ses gestes, dans sa manière de marcher plus près de lui, quelque chose a changé. Une forme de confiance silencieuse s'est glissée entre eux. « Tu veux manger quelque chose ?» demande-t-il, en regardant autour de lui. Chloé hoche la tête. Elle a faim comme toujours, mais ce n'est pas la faim féroce et honteuse des jours précédents. C'est une faim normale, presque confortable.
Antoine l'emmène dans une petite boulangerie du quartier latin. Il achète 2 sandwichs et 2 chocolats chauds. Il s'installe sur un banc au jardin du Luxembourg, un peu à l'écart des autres promeneurs. Chloé mange lentement cette fois. Elle regarde Antoine du coin de l'œil. Il semble ailleurs, les yeux fixés sur une statue au loin. Elle sent qu'il pense à autre chose, quelque chose de lourd. Alors, sans réfléchir, elle pose sa question. « Tu as des enfants ?» Antoine tourne lentement la tête vers elle. Un silence s'installe. Il serre la mâchoire, inspire profondément, puis répond d'une voix presque inaudible. « J'avais une fille. » Chloé ne bouge pas. Elle le fixe, surprise. Il ne la regarde pas. Il fixe le sol, les mains crispées sur le gobelet chaud. Elle s'appelait Lucie. Elle avait à peu près ton âge. Elle est partie. Chloé fronce les sourcils. Elle ne comprend pas tout de suite. Puis, elle comprend. Elle sent que ce n'est pas une séparation ordinaire. Ce n'est pas un divorce. Ce n'est pas un déménagement. C'est autre chose. Quelque chose de définitif. Elle ne pose pas d'autres questions. Elle comprend que les mots sont déjà difficiles à faire sortir. Elle se contente de finir son sandwich en silence, le regard tourné vers les arbres nus du jardin. Antoine se lève au bout de quelques minutes. Il propose une balade et Chloé accepte sans hésiter. Ils marchent entre les allées de gravier, leurs pas résonnant doucement dans l'air calme de la fin d'après-midi. Ils commencent à parler comme si les souvenirs, une fois ouverts, ne pouvaient plus être contenus. Lucie aimait dessiner. Elle passait des heures à inventer des mondes, des créatures, des paysages, des histoires. Elle me montrait chaque dessin comme si c'était un trésor. Elle avait ce rire qui résonnait dans tout l'appartement. Et puis, un jour, elle s'est mise à tousser. Chloé le regarde du coin de l'œil. Il ne pleure pas, mais sa voix tremble légèrement. On pensait que ce n'était rien, une grippe, un rhume. Mais les examens ont montré autre chose, quelque chose qu'on ne pouvait pas soigner. Elle est partie en quelques mois, et moi j'ai disparu un peu avec elle. Il s'arrête devant un banc vide, s'y assoit, le dos voûté. Chloé reste debout devant lui. Depuis, je vis au ralenti. Je travaille, je mange, je dors. Mais rien n'a de goût, tout est devenu gris. Elle s'approche, pose doucement sa main sur le bras de l'homme. C'est un geste minuscule, mais pour lui, c'est une onde de chaleur inattendue. Il lève les yeux vers elle, surpris. Elle lui sourit, un sourire timide, mais sincère. Moi aussi, j'ai tout perdu. Ces mots-là, elle ne les avait jamais prononcés. Pas comme ça, pas à haute voix. Et les dire ici à cet homme qui ne la connaît que depuis quelques heures a quelque chose de libérateur. Antoine acquiesce lentement. Il comprend. Il comprend peut-être mieux que personne. Le soleil descend lentement derrière les immeubles. Les lampadaires s'allument un à un. La ville change de peau. Antoine se lève. « Tu veux venir chez moi? Juste pour ce soir. Tu pourras dormir au chaud. Personne ne te dérangera. » Chloé reste immobile. Son regard fouille le sien. Elle n'est pas idiote. Elle a appris à lire les intentions derrière les mots. Mais elle ne voit rien de sombre en lui. Rien de caché. Seulement cette tristesse tranquille, cette solitude qu'elle partage. Elle finit par hocher la tête. Antoine sourit doucement, comme soulagé. Ils prennent le métro à nouveau, traversant la ville plongée dans la nuit. L'appartement d'Antoine est petit mais propre, silencieux mais accueillant. Il lui montre une chambre d'amis, aux murs blancs, au lit impeccablement fait. « Tu peux dormir ici. Si tu veux prendre une douche, la salle de bain est juste là. » Chloé hoche la tête, pose son sac plastique dans un coin et entre dans la salle de bain. Elle ferme la porte à clé, regarde son reflet dans le miroir. Elle ne se reconnaît presque pas. Elle retire ses vêtements sales, entre sous l'eau chaude. C'est la première douche depuis des semaines. Elle reste là longtemps, laisse l'eau couler, comme pour effacer tout ce qu'elle a vécu. Quand elle sort, elle trouve des vêtements propres posés sur le lit. Un pyjama, simple mais doux. Elle s'habille, se glisse sous les draps, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent en sécurité. Dans la pièce voisine, Antoine reste éveillé, regardant le plafond. Il pense à Lucie, il pense à Chloé, et pour la première fois, une pensée lui traverse l'esprit. Peut-être que ce jour a changé quelque chose. Le lendemain matin, la lumière douce d'un ciel couvert filtre à travers les rideaux de la chambre d'amis. Chloé s'éveille lentement, surprise par la chaleur du lit, la propreté des draps et l'absence du bruit de la rue. Il lui faut quelques secondes pour se souvenir de l'endroit où elle se trouve. L'appartement d'Antoine, l'homme au manteau élégant, le musée,
le chocolat chaud. Tout revient par fragments. Elle se redresse dans le lit, reste assise un instant, écoutant les bruits feutrés venant de la cuisine. Elle pousse doucement la porte de la chambre et avance à pas prudents dans le couloir. Antoine est là, debout devant la cafetière, habillé d'un pantalon sombre et d'un pull bleu. Il se retourne à son approche et lui adresse un sourire simple sans exagération. « Bien dormi ?» Chloé hoche la tête. Elle se tient encore à distance, les mains dans les poches du pyjama qu'il lui a laissé. « Tu veux du lait chaud ?» Il reste un peu de pain et de confiture. Elle hoche à nouveau la tête et Antoine l'invite à s'asseoir à la table. Le petit déjeuner est modeste mais chaleureux. Des tartines, un bol de lait chaud, un peu de miel. Chloé mange en silence, toujours méfiante, mais moins que la veille. Antoine lit le journal. Il ne la presse pas de questions, ne la regarde pas trop souvent. Il lui laisse de l'espace, ce qui la rassure. Quand elle a fini, il relève la tête. « Je dois aller travailler dans 1 heure. Tu peux rester ici si tu veux. Je te laisserai les clés. » Chloé le regarde, incrédule. « Tu veux bien me laisser seule ici? Tu peux partir si tu préfères. Je ne t'oblige à rien. Mais si tu veux rester, tu seras en sécurité. » Elle réfléchit. Elle pourrait partir, c'est ce qu'elle a toujours fait. Disparaître avant qu'on ne la rejette. Mais ici, quelque chose l'incite à rester. Une intuition calme. Elle acquiesce. Antoine lui montre où sont les serviettes propres, comment fonctionne la télévision où elle peut trouver de quoi grignoter. Puis il s'habille, prend sa mallette et s'approche de la porte. « Je serai de retour vers 6 heures. Si tu veux partir avant, fais-le. Mais si tu restes, on pourra dîner ensemble. » Elle hoche la tête une dernière fois. Il lui tend les clés qu'elle prend avec précaution, comme si elles étaient en porcelaine. Il sort et le silence retombe sur l'appartement. Chloé passe la matinée à explorer. Elle ouvre les portes avec précaution, observe les objets comme des trésors de musée, des livres rangés par couleur, des photos encadrées, une collection de disques vinyles. Elle s'arrête devant une photo en particulier. Une petite fille aux cheveux bouclés, souriante, assise sur les épaules d'Antoine, quelque part dans un jardin. Lucie. Elle fixe la photo un long moment, puis détourne les yeux. Elle prend une autre douche, enfile les vêtements que l'homme lui a laissés, probablement de sa fille. Ils sont un peu larges mais confortables. Puis elle s'assied sur le canapé et regarde un dessin animé. Le temps passe lentement, mais elle ne s'ennuie pas. Elle se sent bien. À 6 heures passées, la porte s'ouvre doucement. Antoine entre, essoufflé par les escaliers. Il dépose ses affaires, retire son manteau et son regard se pose immédiatement sur le canapé. « Tu es resté. » Chloé hoche la tête. Il sourit. « Je suis content. » Ils dînent ensemble des pâtes simples et un peu de salade. Ils parlent peu, mais la présence de l'un et de l'autre suffit. Avant d'aller se coucher, Chloé pose une question, presque à voix basse. « Tu veux bien que je reste une nuit de plus ?» Antoine la regarde avec douceur. « Tu peux rester autant que tu veux. » Ce soir-là, Chloé dort encore plus profondément. Pas parce qu'elle est fatiguée, mais parce qu'elle commence à croire, très timidement, que quelque chose de nouveau est possible. Le 3e matin, l'habitude commence à prendre forme. Chloé s'éveille avant Antoine, encore enveloppé par le silence réconfortant de l'appartement. Elle reste quelques instants allongée, les yeux ouverts, à contempler le plafond blanc. Une pensée lui traverse l'esprit. Elle n'a pas eu froid. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu faim. Ce constat simple, presque banal, résonne en elle comme une révélation. Quand elle sort de la chambre, Antoine est déjà debout, les cheveux légèrement ébouriffés, vêtu de son peignoir. Il est en train de préparer le café. Il l'accueille d'un signe de tête, sans rien dire de plus. Ils déjeunent ensemble, toujours dans cette atmosphère feutrée, sans obligation de conversation. Mais ce matin-là, après avoir siroté une gorgée de café, Antoine prend une décision. « Chloé, je pense qu'il est temps qu'on discute de certaines choses. » Elle le regarde, attentive mais méfiante. Il ne change pas de ton, ne hausse pas la voix. Il parle comme un adulte qui respecte son interlocuteur. « Si tu veux rester ici plus longtemps, il faut qu'on établisse quelques règles. Rien de compliqué, mais des choses simples, pour que la vie ici soit plus claire pour toi et pour moi. » Chloé ne répond pas. Elle attend. « D'abord, tu dois me dire si tu décides de sortir. Je ne veux pas t'enfermer, mais je veux juste savoir où tu es, au cas où. D'accord ?» Elle acquiesce lentement. Ensuite, on partage les tâches. Je fais la cuisine. Tu peux m'aider à ranger. Tu n'es pas une invitée. Tu vis ici, donc tu as ta place.
Elle baisse légèrement les yeux. Ce mot « vivre » a une charge énorme. Mais elle ne le rejette pas. Elle l'accepte en silence. Enfin, je ne te forcerai jamais à parler de ton passé. Mais si un jour tu veux en parler, je t'écouterai. Et de mon côté, je te promets de toujours être honnête avec toi. Il pose sa tasse sur la table, puis croise les mains devant lui. « Est-ce que ça te va ?» Chloé lève les yeux, son regard sérieux malgré son jeune âge. Elle hoche la tête. Ses règles lui semblent justes, peut-être même rassurantes. Antoine lui tend un petit carnet et un stylo. « Ce carnet, c'est pour toi. Tu peux écrire ce que tu veux. Dessiner, raconter, faire des listes, ce n'est pas pour moi. C'est juste pour toi. » Elle prend l'objet avec délicatesse, comme si c'était quelque chose de précieux. Elle n'a pas tenu un carnet depuis l'école. Elle ne se souvient même plus si elle aimait ça. Mais elle le serre contre elle. « Merci ». Le mot sort difficilement, mais il est clair. C'est la première fois qu'elle le dit à voix haute depuis qu'elle est arrivée. Antoine ne répond pas, mais son sourire est franc, presque lumineux. La journée se déroule paisiblement. Antoine travaille depuis chez lui ce jour-là, son ordinateur portable ouvert sur la table du salon. Chloé, de son côté, explore la bibliothèque. Elle choisit un livre illustré, s'installe sur le tapis et commence à lire. À plusieurs reprises, elle relève les yeux pour le regarder comme pour vérifier qu'il est bien réel. Il est là, concentré, silencieux, stable. Dans l'après-midi, ils sortent ensemble pour faire quelques courses. Antoine lui achète une brosse à dents, des sous-vêtements, un pull chaud. Il ne pose pas de questions, ne fait aucun commentaire. Il agit comme si cela allait de soi. Sur le chemin du retour, il passe devant une école. Des enfants sortent en courant, des parents les attendent. Chloé ralentit le pas. Elle les observe en silence. Antoine remarque son regard. « Tu allais à l'école avant ?» Elle hoche la tête sans dire un mot. Il ne pousse pas plus loin. « On en parlera quand tu voudras. » Le soir venu, Chloé aide Antoine à mettre la table. Ils mangent ensemble, un gratin de légumes et du pain frais. Elle demande si elle peut lire un peu dans le salon. Il accepte avec plaisir. Il met un disque de jazz et l'ambiance devient presque familiale. Avant de se coucher, Chloé s'approche de lui, carnet en main. « Tu peux me réveiller demain matin, j'aimerais t'aider pour le petit déjeuner. » Il acquiesce, un peu surpris, mais heureux. Bien sûr. Ce soir-là, alors qu'elle s'endort, Chloé écrit ses premiers mots dans le carnet. « Je suis encore là, il ne m'a pas chassé. Peut-être qu'il veut vraiment que je reste. » Les jours passent avec une régularité surprenante, presque rassurante. Antoine part travailler le matin, laissant à Chloé une liste de petites tâches simples à accomplir. Ranger la vaisselle, arroser les plantes, faire un peu de lecture. Elle suit ses instructions à la lettre, consciente que chaque geste accompli est une manière silencieuse de mériter sa place dans cet appartement qui devient peu à peu un refuge. Un samedi matin, alors qu'ils déjeunent tous les deux, Antoine ferme le journal qu'il tient entre les mains et pose doucement ses lunettes sur la table. Chloé sent que quelque chose se prépare. Il la regarde pas d'un regard sévère, mais avec la prudence de quelqu'un qui pèse ses mots. « Chloé, j'aimerais te parler d'une idée, mais je veux d'abord savoir si tu es d'accord pour qu'on discute franchement. » Elle hoche la tête, ses yeux sérieux. Elle a appris à ne pas fuir les conversations importantes, du moins pas avec lui. « Voilà, tu n'es pas inscrite à l'école. Et je pense que tu as droit, comme n'importe quel enfant, à apprendre, à découvrir, à retrouver une vie normale. Je sais que ça peut faire peur, mais si tu veux, je peux t'aider à retourner à l'école. » Chloé reste figée. Ce mot « école » réveille en elle un mélange d'émotions contradictoires. Il y a la peur, bien sûr, le souvenir des regards moqueurs, des vêtements sales, de l'odeur que les autres enfants n'osaient pas nommer. Il y a aussi la honte, celle de ne pas avoir suivi, d'avoir oublié comment écrire certaines lettres, de ne plus se souvenir de la dernière fois qu'elle a ouvert un cahier. Mais il y a autre chose aussi, un manque, un désir caché. « Tu veux que j'y retourne comme si rien ne s'était passé ?» murmure-t-elle. « Non, je veux que tu y retournes avec moi à tes côtés, pas pour oublier, mais pour recommencer. » Il pose ses coudes sur la table. « On peut trouver une école adaptée, un endroit où on t'écoutera, où tu ne seras pas jugé. Mais c'est toi qui décides, pas moi. » Chloé regarde son bol de lait. Elle tourne doucement la cuillère à l'intérieur, les pensées en tourbillon. Elle n'a jamais eu le luxe du choix. Aujourd'hui, Antoine lui en offre un. C'est presque plus effrayant que le reste. « Et si je ne suis pas capable ?» demande-t-elle dans un souffle. « Alors on fera autrement. »
Mais je te connais assez maintenant pour savoir que tu es capable de bien plus que tu ne le crois. » Elle ne répond pas tout de suite. Ce jour-là, elle passe l'après-midi à écrire dans son carnet. Des mots sans suite, des phrases incomplètes, des questions griffonnées à la hâte. Et ce soir-là, avant d'aller se coucher, elle frappe à la porte du salon où Antoine lit tranquillement. « D'accord, je veux essayer. » Il ferme son livre, pose ses lunettes et acquiesce sans un mot de plus. Il comprend que ce simple mot « essayer » est un pas immense pour elle. Les jours suivants sont consacrés à cette nouvelle mission. Antoine contacte une ancienne amie, directrice d'un petit établissement spécialisé dans l'accueil d'enfants en situation difficile. Elle accepte de rencontrer Chloé. La veille du rendez-vous, Antoine lui achète un sac à dos, des cahiers, des stylos, des vêtements neufs. Il ne commande pas ses choix. Il la laisse choisir ce qui lui plaît. Le matin du rendez-vous, Chloé s'habille avec soin. Elle noue ses cheveux, enfile le pull bleu qu'elle aime et glisse le carnet dans son sac. Dans le métro, elle ne parle pas. Antoine non plus. Mais leurs silences sont désormais confortables, habités. L'école est modeste, entourée d'un petit jardin. La directrice, une femme d'une 50aine d'années aux yeux clairs et au sourire sincère, les accueille dans un bureau ensoleillé. Elle parle doucement, pose des questions simples, ne regarde jamais Chloé avec pitié. Elle évoque les horaires, les activités, les possibilités d'accompagnement individuel. Elle ne promet pas que tout sera facile, mais elle promet de faire son possible. Après la rencontre, sur le chemin du retour, Chloé reste silencieuse jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux. Puis, avant d'entrer, elle s'arrête sur le palier. Elle avait l'air gentille. « Oui », répond Antoine, « et elle veut vraiment t'aider. » Chloé pousse la porte. Elle entre, pose son sac dans l'entrée, retire ses chaussures. Puis elle se tourne vers Antoine. « Est-ce que tu crois que Lucie aurait voulu que je sois là ?» La question le frappe de plein fouet. Il ne s'y attendait pas. Il sent une douleur ancienne remonter, mais aussi une forme étrange de paix. « Je crois que Lucie aurait adoré te connaître. » Et cette fois, pour la première fois depuis qu'elle est entrée dans cet appartement, Chloé sourit pleinement. Le lundi matin suivant, Paris s'éveille lentement sous un ciel pâle. Dans l'appartement d'Antoine, une alarme discrète retentit à 7 heures. Chloé ouvre les yeux avant même qu'Antoine n'ait frappé à la porte. Elle s'est endormie en tenue, ses vêtements soigneusement choisis la veille au soir, posés sur la chaise à côté du lit. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et elle le sait. Le petit déjeuner se fait dans un silence concentré. Antoine prépare les tartines. Chloé boit son lait chaud sans mot dire, son sac à dos déjà prêt dans l'entrée. L'ambiance est tendue, mais ce n'est pas une tension négative. C'est une tension de départ, comme avant un voyage. « Tu es prête ?» demande Antoine en prenant ses clés. Elle hoche la tête, pas de sourire, pas de peur visible, juste une fermeté tranquille. Ils sortent ensemble, descendent les escaliers, prennent le métro, silencieux parmi la foule matinale. À l'arrêt devant l'école, Antoine s'agenouille légèrement pour être à sa hauteur. « Je serai là à la sortie, à 4 heures. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis fier de toi. » Chloé le regarde sans répondre. Puis elle passe la grille de l'école, accompagnée par une surveillante. Antoine reste là quelques secondes, le cœur serré, avant de se tourner vers la rue et de reprendre sa journée. La première heure est la plus difficile. Chloé entre dans une salle où une petite dizaine d'enfants sont assis en cercle. Ils sont tous d'âge différents. Certains la regardent avec curiosité, d'autres avec indifférence. L'enseignante, une femme douce et patiente, l'accueille avec bienveillance. « Bienvenue, Chloé. Tu peux t'asseoir ici, à côté de Mehdi. » Le garçon à sa droite la regarde et lui offre un petit sourire. Elle ne répond pas. Elle observe, elle écoute, elle mesure. Les activités s'enchaînent lentement. Lecture, jeux éducatifs, petits ateliers manuels. Rien de trop scolaire. L'objectif est de réhabituer les enfants à la structure, à la confiance, au collectif. Chloé ne parle pas. Elle fait les exercices, discrètement. Elle lève les yeux seulement quand on lui adresse la parole. À la récréation, elle reste dans un coin de la cour. Une fille s'approche. « Tu viens d'où » Chloé ne répond pas. L'autre fille hausse les épaules et repart jouer. Chloé s'en moque. Elle n'est pas venue pour se faire des amis. Pas encore. Les jours suivants suivent le même rythme. Petit à petit, elle s'habitue aux lieux, aux voix, aux rituels. Elle commence à lever la main, à poser 1 ou 2 questions. Elle répond à l'appel de son nom. Elle recopie les mots du tableau. Et surtout, elle se rend compte qu'elle peut suivre,
qu'elle n'a pas oublié autant qu'elle le craignait. Chaque soir, Antoine l'attend à la sortie. Il ne lui demande pas de résumer sa journée. Il lui tend simplement un fruit, une barre de céréales, un mot simple. « Ça va ?» Et elle répond toujours en marchant à ses côtés. Oui. Le jeudi soir, alors qu'il dîne, Antoine lui tend une feuille. C'est un document officiel, une demande de régularisation scolaire. Il lui explique calmement ce que cela signifie, que son inscription peut devenir permanente, que ce n'est plus un essai, mais une vraie place, une vraie reprise. Il faut que tu signes ici si tu veux continuer. Chloé regarde le papier. Elle hésite. C'est un engagement. Ce n'est plus juste un abri temporaire, mais elle sent, au fond d'elle, que cette signature est une étape. Elle saisit le stylo et signe. Antoine ne dit rien. Il range la feuille, satisfait. Le vendredi matin, en classe, la professeure demande aux enfants d'écrire un petit texte libre. Un souvenir, un rêve, une pensée. Chloé prend son stylo, regarde sa feuille, puis commence à écrire. Il faisait froid. J'étais seul. Puis il m'a parlé. Il m'a regardé comme si j'existais. Et j'ai eu envie de rester. C'est comme ça que tout a commencé. Elle ne montre le texte à personne, mais elle le garde. Elle le plie, le glisse dans son carnet. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, elle pose son sac, retire ses chaussures et dit simplement à Antoine « Aujourd'hui, c'était une bonne journée ». Et dans sa voix, il y a quelque chose de nouveau, une lueur qu'il n'avait pas encore entendue. Les semaines s'écoulent avec une fluidité inattendue. L'automne cède la place à un hiver précoce et Paris s'habille de vent et de givre. Chloé poursuit son apprentissage scolaire avec une constance admirable. Elle arrive à l'heure, suit les cours, répond en classe et parfois même esquisse un sourire à ses camarades. À la maison, une routine chaleureuse s'est installée. Antoine travaille souvent tard, mais il trouve toujours le temps de partager un dîner, de poser une question, d'écouter les silences de Chloé quand les mots lui manquent encore. Mais sous cette surface paisible, une tension s'installe. Chloé commence à rêver. Des rêves flous, presque informes, où des voix crient son nom, où des visages familiers apparaissent un instant avant de disparaître. Elle se réveille parfois en sursaut, la respiration saccadée, les draps collés à sa peau. Elle ne dit rien à Antoine. Elle préfère garder cela pour elle, jusqu'au jour où le passé la rattrape. Un vendredi après-midi, alors qu'elle sort de l'école, elle aperçoit une silhouette à l'autre bout du trottoir. Une femme, cheveux décolorés, manteau trop fin pour la saison, qui fume nerveusement en jetant des regards dans toutes les directions. Chloé s'arrête. Son cœur s'accélère. Elle connaît cette femme. Sa gorge se serre. C'est sa mère. Elle recule instinctivement, mais la femme l'a vue. Elle traverse la rue d'un pas désordonné, appelle son nom. « Chloé, attends !»« Chloé, c'est moi !» La voix rauque, tremblante, la fait frissonner. Chloé hésite. Tout en elle hurle de fuir, mais elle reste figée. Sa mère arrive devant elle, les yeux brillants d'angoisse. « Où t'étais passé ? Mon Dieu, Chloé, je t'ai cherché partout. Tu vas bien ? Tu vis où ? T'as mangé ?» Chloé ne répond pas. La présence de cette femme ravive en elle un tourbillon de sensations oubliées. L'odeur de l'alcool, les cris dans la nuit, les journées entières passées sans nouvelles. Mais aussi, au fond, une étincelle de souvenirs doux. Une chanson fredonnée, une main sur sa tête. « Tu veux venir avec moi ?» J'ai trouvé une chambre. Pas grande, mais il y a de quoi dormir. Je me reprends en main, tu sais. J'ai arrêté... Enfin, presque. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, on va s'en sortir toutes les deux. Chloé fait un pas en arrière. Elle n'a rien dit depuis le début. Sa gorge est nouée. Dans sa poche, elle serre les clés de l'appartement d'Antoine. Son cœur bat à tout rompre. « Tu vis où maintenant ?» demande sa mère. « Quelqu'un t'a prise. C'est qui ? Il t'a pas fait de mal au moins. » La phrase provoque un déclic. Chloé redresse la tête. « Je vais bien. Je suis avec quelqu'un qui m'aide. Je vais à l'école. J'ai un lit. J'ai des vêtements propres. Et j'ai pas peur. La nuit. » Sa mère la regarde abasourdie. Elle tire nerveusement sur sa cigarette. « Tu préfères rester avec un inconnu plutôt que ta propre mère. » Chloé ne baisse pas les yeux. Cet inconnu m'a jamais laissé seul dans la rue. Le silence qui suit est épais. La femme recule d'un pas, cligne des yeux, vacille. « J'ai fait ce que j'ai pu. Tu sais pas ce que c'est de galérer, d'être seule. » « Si, je sais. » Chloé tourne les talons. Elle marche vite, le cœur en feu, les yeux humides. Elle court presque. Lorsqu'elle atteint l'immeuble,
Elle monte les escaliers 4 à 4. Elle ouvre la porte, la referme derrière elle, puis s'adosse, haletante. Antoine, surpris, la rejoint dans l'entrée. « Tu es rentré plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne parle pas. Elle s'effondre contre lui. Il la rattrape, pose ses bras autour de ses épaules. Elle tremble. Il ne pose pas de questions. Il reste simplement là, solide, calme, présent. Plus tard, dans la cuisine, elle raconte tout. Les mots sortent difficilement, mais elle ne s'arrête pas. Elle parle de sa mère, de la rue, de la peur, de l'envie de rester, de la colère d'avoir douté. Antoine l'écoute sans l'interrompre. « Tu n'as pas à te sentir coupable, Chloé. Elle est ta mère. C'est normal que tu ressentes des choses compliquées, mais ce que tu ressens n'efface pas ce que tu as vécu. » Elle hoche lentement la tête. « Est-ce qu'elle peut me reprendre ?» Antoine prend un moment avant de répondre. « Pas sans l'accord d'un juge. Et surtout pas sans ton avis. Tu as des droits, Chloé. Et maintenant, tu as aussi une voix. » Le lendemain matin, ils se rendent ensemble dans un centre d'aide à l'enfance. Antoine a pris rendez-vous avec une assistante sociale. Chloé parle à son tour, explique tout ce qu'elle peut. Elle signe une demande de protection provisoire. Un pas de plus vers la sécurité. Et ce soir-là, dans son carnet, elle écrit simplement « J'ai vu mon passé. Je ne l'ai pas suivi. Je suis restée. » Le froid s'installe à Paris comme un voile de silence. Les vitrines se parent de lumière, les passants accélèrent le pas, emmitouflés dans leurs manteaux, et l'odeur du vin chaud commence à flotter autour des marchés de Noël. Dans l'appartement d'Antoine, l'hiver entre doucement, sans fracas. Il apporte avec lui un rythme plus lent, des soirées plus longues et une intimité plus profonde. Chloé continue l'école avec assiduité. Elle a maintenant son bureau attitré, ses cahiers bien remplis, ses crayons bien taillés. Elle participe davantage, ose poser des questions, lève la main sans trembler. Elle commence même à se faire une place parmi les autres enfants. Mehdi, le garçon au sourire calme, lui propose souvent de travailler à deux. Il ne pose pas de questions, mais il partage ses biscuits à la récréation. Chloé ne dit rien, mais elle les accepte toujours. À la maison, la routine s'est transformée en habitude, et l'habitude en complicité. Le soir, ils lisent chacun dans leur coin, parfois écoutent de la musique, parfois cuisinent ensemble. Antoine lui apprend à faire des crêpes, des gratins, des soupes d'hiver. Chloé, en retour, commence à parler de ses goûts, de ses souvenirs flous d'enfance. Pas encore les plus sombres, juste des miettes de vie, des images floues, des impressions. Un soir, alors que la neige commence à tomber en silence derrière la vitre, Antoine entre dans la chambre de Chloé pour lui dire bonne nuit. Il trouve le carnet ouvert sur son lit. Elle le ferme rapidement, un peu rouge. « Tu peux le lire si tu veux », dit-elle d'une voix timide. Il s'assied doucement au bord du lit, prend le carnet entre ses mains et tourne les pages lentement. Il lit des bribes de pensées, des bouts de souvenirs, des dialogues imaginaires, des listes de choses qu'elle aime. Il tombe sur un poème maladroit mais touchant, et sur une page, un dessin. 2 silhouettes assises sur un banc, entourées de pigeons, avec un soleil discret au-dessus. Il sourit, les yeux légèrement brillants. « Tu as un vrai talent pour raconter, dit-il. Tu devrais continuer. Tu crois ? J'en suis sûr. » Elle se redresse, le regard un peu plus clair. « Et toi, tu écrivais avant ?» La question le prend de court. Il hoche lentement la tête. « Oui, un peu. Des lettres que je n'envoyais pas. Des histoires que je n'osais pas finir. » Chloé penche la tête. « Pourquoi tu as arrêté ?» Antoine regarde par la fenêtre. « Parce que quand Lucie est partie, je croyais que je n'avais plus rien à dire. » Un silence s'installe. Puis Chloé pose doucement sa main sur celle d'Antoine. « Tu pourrais recommencer. Maintenant que je suis là, c'est la première fois qu'elle dit ça, de cette manière. Je suis là. » Il hoche la tête, incapable de répondre autrement. Cette nuit-là, il sort son vieux carnet d'écriture d'un tiroir, souffle sur la poussière et commence à écrire. Mais l'hiver ne fait pas que ramener la chaleur intérieure. Il réveille aussi les souvenirs, les blessures anciennes, les secrets enfouis. Chloé commence à faire des cauchemars plus fréquents. Elle crie parfois dans son sommeil, appelle des prénoms qu'Antoine ne connaît pas. Un soir, elle se lève en larmes, incapable de parler. Antoine la réconforte sans poser de questions, mais il comprend que quelque chose s'agite en elle. Un dimanche après-midi, ils sont installés dans le salon, entourés de livres et de couvertures. Antoine lit à voix haute un passage d'un roman, et Chloé, sans prévenir, l'interrompt. « Est-ce que Lucie est vraiment morte ?» La question tombe comme un souffle glacé.
Antoine referme le livre lentement. Il ne fuit pas son regard. Oui, elle avait une maladie très grave. On n'a rien pu faire. Tu étais avec elle. Jusqu'au bout. Chloé acquiesce, comme si elle attendait cette confirmation depuis longtemps. Puis elle murmure « Moi, j'ai pas vu mon père partir. Il est juste plus jamais revenu. » Elle n'a jamais parlé de lui jusque-là. C'est la première fois qu'elle emploie le mot « père » devant Antoine. Il ne répond pas. Il sait que chaque mot de plus serait un pas trop loin. Il se contente d'être là. Et elle comprend. Plus tard dans la semaine, à l'école, Chloé reçoit la visite de l'assistante sociale. Elle l'emmène dans un bureau à part, lui montre des papiers, des dossiers. Il s'agit d'officialiser sa situation. Elle devra témoigner, signer, peut-être même faire face à sa mère dans un cadre légal. Le soir, elle en parle à Antoine. Il lui demande « Tu veux que je t'accompagne ?» Elle répond sans hésiter « Oui, mais je veux aussi parler. Je veux que ça s'arrête. » Et ce soir-là, dans son carnet, elle écrit « L'hiver est froid, mais je suis plus seule dans la nuit. » Le matin du rendez-vous judiciaire, la neige a recouvert les trottoirs d'une fine couche silencieuse. Paris semble retenir son souffle, figé dans une lumière grise et calme. Chloé est déjà prête quand Antoine sort de sa chambre. Elle porte le manteau qu'il lui a offert, celui qui lui tombe un peu trop large sur les épaules, mais qui lui donne l'air plus grande. Son carnet est dans sa poche. Elle n'a pas dormi de la nuit. Ils prennent le métro jusqu'au tribunal pour enfants, situé dans un bâtiment discret du 17e arrondissement. Antoine ne parle pas. Il sent que Chloé est concentrée et il respecte ce silence intérieur. Il la regarde de temps à autre sans insister. Elle fixe le sol du wagon, les mains croisées entre ses genoux. À l'arrivée, une assistante sociale les accueille et les accompagne jusqu'à une salle d'attente feutrée. Les murs sont peints en bleu pâle. Quelques jouets traînent dans un coin, mais Chloé ne les regarde pas. Elle fixe la porte fermée en face d'elle. Derrière, un juge les attend. Peut-être sa mère aussi. Elle n'en est pas certaine. « Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas », lui rappelle doucement l'assistante. « Tu peux simplement écouter ou nous laisser t'expliquer. Le plus important, c'est que tu sois en sécurité. » Mais Chloé sait déjà ce qu'elle va dire. Elle n'a pas tout préparé, mais les phrases sont là, tapies dans un coin de sa gorge, prêtes à sortir. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre. Une greffière les appelle. Chloé entre, la main légèrement posée contre le manteau d'Antoine. La salle est simple. Un bureau, quelques chaises, un juge assis, les lunettes au bout du nez. À sa droite, une éducatrice spécialisée. Et sur un banc, plus loin, sa mère, fatiguée, amaigrie, les yeux cernés mais secs. Chloé évite de la regarder. Elle fixe le juge. Il la salue, l'invite à s'asseoir. Antoine reste debout, en retrait. « Bonjour, Chloé. Je suis le juge chargé de décider de ta situation. Nous sommes ici pour t'écouter, comprendre ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Rien de ce que tu diras ne sera utilisé contre toi. Tu es ici pour qu'on t'aide, pas pour te juger. Est-ce que tu veux bien me parler un peu ?» Chloé inspire profondément. Elle se redresse sur sa chaise. Sa voix tremble légèrement, mais elle tient bon. « Je vis avec Antoine depuis plusieurs semaines. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai un lit, des repas, des vêtements propres. Il ne me force à rien. Il me parle. Il me respecte. J'ai repris l'école. Je veux continuer. » Le juge acquiesce lentement, note quelque chose. Il lui pose quelques questions. Comment elle se sent, ce qu'elle fait à l'école, si elle veut rester là-bas. Chloé répond calmement. Puis vient la question qu'elle redoutait. Et ta maman? Est-ce que tu veux retourner vivre avec elle? Elle tourne la tête, regarde enfin sa mère. Elle semble petite sur ce banc, les mains crispées sur un sac usé. Leurs regards se croisent. Il y a quelque chose dans les yeux de cette femme. Pas de colère. Une forme de fatigue, peut-être même une reconnaissance silencieuse, comme si elle acceptait enfin ce qui est. Chloé se retourne vers le juge. « Je veux rester avec Antoine. Peut-être qu'un jour je pourrai reparler à ma mère, mais pas maintenant. Pas comme avant. » Le juge hoche la tête. Il consulte les dossiers, échange quelques mots avec les professionnels présents. Puis il déclare « Compte tenu de la situation et du bien-être manifeste de l'enfant, une mesure de placement temporaire sous responsabilité civile d'Antoine Morel est recommandée, avec suivi éducatif mensuel. Madame Martin, la mère de Chloé, conserve un droit de visite encadré, à la condition de respecter un suivi social et médical. Une audience de réévaluation sera fixée dans 6 mois. Antoine reste impassible, mais à l'intérieur, une vague d'émotions le submerge. Chloé, elle,
Ne bouge pas tout de suite. Elle a entendu les mots. Elle les répète en silence dans sa tête. Placement temporaire, responsabilité, droit de visite. Cela signifie qu'elle n'est plus à la rue, qu'elle n'est plus un fantôme. À la sortie de la salle, sa mère l'appelle doucement. Chloé. Elle s'arrête, se retourne, s'approche à quelques pas. Sa mère ouvre la bouche, hésite. « Je suis... désolé. » Un murmure, un aveu. Chloé ne répond pas. Elle baisse la tête. Puis, dans un geste inattendu, elle s'approche et la prend brièvement dans ses bras. Pas longtemps, juste un instant. Puis elle recule et retourne vers Antoine, qui l'attend en silence. Dehors, la neige a cessé. Ils remontent la rue en silence, puis prennent le métro. Sur le chemin du retour, Chloé ne lâche pas le carnet. Elle écrit même quelques lignes debout, dans le wagon qui tangue. À l'arrivée, ils rentrent, retirent leur manteau, s'installent dans le salon. Et là, enfin, elle lève les yeux vers lui. « Je peux rester alors ?» Antoine acquiesce, la gorge serrée. « Tu es chez toi, Chloé. » Le mois de décembre avance doucement, et avec lui, une transformation imperceptible s'opère dans l'appartement d'Antoine. Les murs, autrefois silencieux, vibrent maintenant d'une chaleur nouvelle. Les objets du quotidien, les gestes répétés, les silences partagés, composent un espace qui n'est plus celui d'un homme seul, mais d'un foyer. Chloé commence à s'approprier les lieux. Elle laisse traîner ses affaires, occupe la salle de bain plus longtemps, colle ses dessins sur le réfrigérateur avec de vieux aimants publicitaires. Elle parle un peu plus à table, pose des questions, ose même se moquer gentiment d'Antoine quand il brûle les tartines. L'enfant en elle reprend sa place, sans bruit. Un samedi matin, alors qu'ils sont assis au petit déjeuner, Antoine évoque une idée. « Je pensais qu'on pourrait redécorer un peu ta chambre. Si tu veux, bien sûr. Changer la couleur des murs, ajouter des choses que tu aimes. Que ce soit vraiment ton espace. » Chloé ne répond pas tout de suite. L'idée est séduisante, mais elle l'effraie un peu. Elle a passé tellement de temps à n'avoir aucun endroit à elle que l'idée d'en créer un semble presque risquée, comme un pari contre l'avenir. Mais Antoine ne la presse pas. Il ajoute simplement « Tu n'as pas à décider tout de suite, c'est juste une possibilité. » 3 jours plus tard, en rentrant de l'école, elle entre dans le salon et déclare « J'aimerais du jaune. » Et un coin pour écrire. Antoine sourit. Le week-end suivant, ils se rendent dans un magasin de bricolage. Chloé choisit une peinture jaune pâle, presque crème, qui rappelle les matins d'hiver ensoleillés. Elle choisit aussi une lampe, quelques coussins et une petite étagère. Antoine, de son côté, lui montre un vieux bureau dans une brocante qu'ils achètent après un échange rapide avec le vendeur. Ensemble, ils passent 2 jours à repeindre, assembler, ranger. À la fin, la chambre ne ressemble plus à une chambre d'amis, mais à celle d'une enfant, vivante, habitée. Sur le mur au-dessus du lit, Chloé colle une phrase, écrite au feutre noir sur une feuille blanche. « Ici, je suis en sécurité. » Pendant les vacances de Noël, ils restent à Paris. Antoine travaille à distance, mais il consacre ses après-midi à Chloé. Il visite des musées, regarde des films, prépare des biscuits. Une nouvelle habitude s'installe. Chaque soir, avant de dormir, Chloé écrit une chose positive de sa journée dans son carnet. Elle l'appelle sa phrase de lumière. Même les jours ordinaires, elle trouve quelque chose. Le chocolat chaud était parfait. Mehdi m'a prêté son livre. Antoine a ri à ma blague. De petits fragments de bonheur accumulés comme des trésors. Un soir, Antoine rentre tard. Chloé l'attendait, inquiète, mais ne dit rien. Il s'excuse, explique qu'il a eu un rendez-vous imprévu. Il marque une pause, puis la regarde. « C'était pour toi. » Elle fronce les sourcils. « J'ai parlé à un avocat. On peut lancer une procédure d'accueil durable. Ce ne serait plus seulement une mesure temporaire. Ce serait officiel. » Chloé reste silencieuse. Les mots tournent dans sa tête. Officiel, durable, famille. Elle ne sait pas si elle est prête à ça. Elle ne sait même pas si c'est ce qu'elle veut. Mais elle comprend que ce n'est pas une décision à prendre seule. « Et toi, tu veux ?» Antoine respire profondément. « Je veux que tu sois ici tant que tu le voudras. Et si un jour tu veux partir, tu pourras. Mais pendant le temps que tu restes, je veux que ce soit clair pour tout le monde. Tu fais partie de cette maison. » Elle ne répond pas. Elle retourne dans sa chambre, s'allonge sur le lit, le carnet sur les genoux. Elle commence à écrire. Les mots viennent lentement, mais ils viennent. Et ce soir-là, la phrase de lumière est différente. Ce n'est pas un souvenir ni une sensation, c'est une décision.
J'aimerais que ce soit chez moi. Pour de vrai. Le lendemain, elle tend le carnet à Antoine, ouvert sur la page. Il lit, il lève les yeux vers elle, il ne dit rien. Il se contente de lui prendre la main. Ce jour-là, il commence les démarches. L'assistante sociale les guide, les conseille. L'avocat s'occupe des papiers. Et Chloé, chaque jour, se sent un peu plus chez elle. Elle apprend à se projeter. Elle parle de ce qu'elle voudrait faire plus tard, de livres qu'elle veut écrire, de lieux qu'elle veut visiter. Le passé n'a pas disparu. Les blessures ne sont pas toutes refermées. Mais désormais, une maison existe, un endroit où elle peut revenir, un endroit qu'elle peut appeler sien. Le mois de janvier s'égrène lentement, enveloppé de brouillard et de pluie fine. Les décorations de Noël disparaissent peu à peu des vitrines et Paris retrouve son quotidien grisâtre. Mais dans l'appartement d'Antoine, l'atmosphère reste douce, presque fragile, comme si chacun des deux habitants craignait de troubler l'équilibre qui s'est construit. Chloé poursuit l'école avec la même rigueur. Les nuits sont plus paisibles, les phrases de lumière plus longues. Antoine, lui, semble soulagé, mais quelque chose dans ses gestes trahit une tension souterraine. Un vendredi matin, alors qu'il remplit la cafetière d'un geste distrait, il laisse tomber une tasse. Elle se brise au sol. Chloé accourt aussitôt, surprise. « Ça va ?» Il hoche la tête, un peu absent. Elle ramasse les morceaux de porcelaine, tandis qu'il reste figé, le regard dans le vide. Plus tard dans la journée, il oublie de lui préparer son goûter. Le soir, il ne lit pas, ne met pas de musique. Il reste assis devant la fenêtre, silencieux. Chloé observe ces changements sans oser les commenter. Mais cette tension dure 3 jours. 3 jours de regards fuyants, de silence lourd, de gestes mécaniques. Le 4e soir, elle n'y tient plus. « Qu'est-ce qu'il y a, Antoine ?» Il lève les yeux vers elle. Il semble pris de court, comme si la question réveillait en lui une douleur étouffée. C'est l'anniversaire de Lucie demain. Le silence s'installe aussitôt, épais, chargé. Chloé ne dit rien d'abord. Elle s'approche, s'assied en face de lui. « Tu veux me parler d'elle ?» Il hésite, puis acquiesce lentement. C'est la première fois qu'il en parle vraiment. Il raconte Lucie à 5 ans, ses bêtises, ses dessins farfelus, sa fascination pour les nuages. Il évoque les anniversaires précédents, les gâteaux faits maison, les ballons qu'elle insistait pour gonfler elle-même, les chansons qu'elle improvisait. Et puis il parle de celui qu'il n'a pas pu fêter, le premier sans elle, et tous les suivants, passés dans l'ombre. Depuis qu'elle est partie, je ne fais rien ce jour-là. J'attends qu'il passe. Chloé écoute sans interrompre. Lorsqu'il se tait, elle dit doucement « Et si cette fois on faisait quelque chose pour elle ?» Il la regarde, surpris, pour qu'elle sache qu'on pense à elle. Pas pour effacer la douleur, juste pour lui offrir quelque chose. Il hésite puis répond « Qu'est-ce que tu proposes ?» Le lendemain, ils prennent un bus jusqu'au parc Montsouris, un endroit que Lucie aimait, selon Antoine. Ils apportent une boîte en bois dans laquelle ils ont glissé un dessin de Chloé, un poème d'Antoine et une petite figurine représentant un nuage souriant. Ils trouvent un coin tranquille, près d'un saule. Antoine creuse un petit trou, y dépose la boîte, puis referme doucement la terre. Il reste là longtemps, sans parler. Le vent fait bruisser les feuilles sèches, les nuages défilent au-dessus d'eux. Chloé se tient près d'Antoine, sa main glissée dans la sienne. Ce n'est pas une cérémonie. C'est un moment. Sur le chemin du retour, Antoine paraît plus léger. Il parle un peu, évoque d'autres souvenirs. À la maison, Chloé lui propose de cuisiner ensemble. Ils préparent un gâteau simple, au chocolat, le préféré de Lucie. Ils le mangent en silence, mais un silence différent, un silence apaisé. Ce soir-là, avant d'aller dormir, Chloé entre dans le salon. Antoine lit sur le canapé. « Elle me manque aussi, dit-elle. » Il ferme le livre. « Tu ne l'as jamais connue. »« Non, mais elle fait partie de toi. Et toi, tu fais partie de moi maintenant. » Il reste un moment sans répondre, puis il hoche la tête. « Merci, Chloé. » Elle se penche, l'embrasse doucement sur la joue et retourne dans sa chambre. Dans son carnet, ce soir-là, elle écrit une phrase de lumière qu'elle entoure de 3 cercles. « Elle est partie, mais je suis là. Et il n'est plus seul. » La fin de l'hiver approche, et Paris s'ébroue lentement sous une lumière plus douce. Les arbres du boulevard commencent à bourgeonner, et les passants relèvent un peu plus le menton, comme pour accueillir les premiers signes du renouveau. Dans l'appartement d'Antoine, les jours s'enchaînent paisiblement. Chloé poursuit l'école avec constance, sa chambre respire la vie, et les phrases de lumière remplissent déjà 2 carnets entiers. Mais cette stabilité, si patiemment construite,
se voit soudain bousculée par une lettre. Un matin, alors qu'elle se prépare pour l'école, Antoine lui tend une enveloppe. Elle est officielle, timbrée par l'administration de la protection de l'enfance. À l'intérieur, une convocation. Une nouvelle audience fixée à la fin du mois, cette fois pour statuer définitivement sur son avenir. « C'est toi qui décideras, dit Antoine doucement. Ce ne sera plus provisoire. Ce sera officiel. Tu pourras choisir de rester ici, ou de demander à changer, ou même de retourner avec ta mère. » Chloé acquiesce sans un mot. Elle sent un nœud se former dans sa poitrine. Elle sait que le choix est réel, mais il est écrasant. Les jours suivants sont plus silencieux. Elle continue ses activités, mais elle parle moins. Elle remplit son carnet de phrases interrogatives plutôt que lumineuses. Et si je le déçois? Et si je change d'avis? Et si elle me manque un jour? Antoine ne la presse pas. Il respecte ce tumulte. Il reste présent, mais à distance. Un soir, en rentrant de l'école, Chloé trouve sa mère assise sur un banc près de la grille. Elle ne s'approche pas. Elle l'observe de loin. La femme ne parle pas. Elle ne tente pas de l'interpeller. Elle regarde juste les enfants passer. Après quelques minutes, Chloé tourne les talons et s'éloigne. Elle rentre seule. Elle en parle à Antoine le soir même. Elle n'a rien dit, juste regardé. Il hoche la tête, pensif. Peut-être qu'elle apprend à te laisser choisir. Le jour de l'audience arrive. Chloé s'habille avec soin. Elle prend ses 3 carnets dans son sac. Il monte dans le métro comme la première fois, mais cette fois, elle est plus grande, plus droite, plus consciente. Dans la salle du tribunal, le juge est le même. Il sourit légèrement en la voyant. « Bonjour Chloé. Tu as grandi, on dirait. » Elle sourit timidement. L'assistante sociale l'invite à s'asseoir. Sa mère est là aussi. Elle semble plus stable. Elle s'est coiffée, a mis un manteau propre. Elle évite de croiser le regard de sa fille. Le juge rappelle les faits, relit le rapport éducatif, évoque les progrès à l'école, la stabilité affective, les démarches d'Antoine. Puis il se tourne vers elle. « Chloé, c'est à toi. Nous sommes ici pour écouter ta décision. Tu peux prendre ton temps. » Elle sort un de ses carnets, l'ouvre, lit une page. « Je suis arrivée sans rien. Il m'a offert un banc, puis une parole, puis un lit, puis une place. » Elle relève les yeux. « Je ne veux pas changer de foyer. Je veux rester avec Antoine. Il ne remplace personne. Il est juste celui qui a été là, quand j'en avais besoin. » Le juge note, hoche la tête. C'est une décision claire et mature. Il se tourne vers Antoine. « Monsieur Morel, souhaitez-vous maintenir votre demande d'accueil permanent? » « Oui, je la maintiens, et je l'assume pleinement. » Le juge prend un instant pour relire ses notes, puis conclut. La résidence légale de Chloé Martin sera fixée au domicile de Monsieur Antoine Morel, à titre permanent. Un suivi social allégé sera maintenu pendant 1 an. Le droit de visite de la mère est maintenu selon les modalités décidées avec le service éducatif. L'audience est levée. Chloé ne bouge pas. Ce n'est qu'en sortant, dans le couloir, qu'elle s'autorise à pleurer. Antoine lui prend la main. Il quitte le tribunal sans un mot. Dans la rue, elle s'arrête. « Je n'ai plus à m'inquiéter? » « Non, tu es ici, pour de bon. » Ce soir-là, il fête l'événement avec un dîner simple. Chloé allume une bougie au centre de la table. C'est pour elle, pour Lucie, pour qu'elle sache que tu ne seras plus seule non plus. Antoine la regarde ému. « Merci. » Dans sa chambre, avant de dormir, elle écrit dans un nouveau carnet, le 4e. Sur la première page, elle inscrit « Aujourd'hui, j'ai choisi, et j'ai été choisie. »